Charles Martel, figure emblématique de l'histoire du Haut Moyen-Âge européen, est né vers l'an 688, après C. Son lieu de naissance serait Herstal, situé dans l'actuelle Belgique, une région centrale du pouvoir de la famille des Pépinides. Il était le fils illégitime de Pépin de Herstal, le puissant maire du palais d'Austrasie, et de sa maîtresse Alpaïde. Ce statut d'illégitimité allait projeter une longue ombre sur sa jeunesse et créer des obstacles importants à ses aspirations politiques. En tant que maire du palais, Pépin de Herstal était le dirigeant de facto du royaume franc, exerçant plus de pouvoir que les rois mérovingiens eux-mêmes. Les monarques mérovingiens de cette époque, souvent appelés les agarois fainéants occupaient un rôle cérémoniel avec peu d'autorité réelle. L'épouse légitime de Pépin, Plectrude, protégeait farouchement l'héritage de ses propres fils et considérait Charles Martel avec une profonde suspicion et animosité. À la mort de Pépin de Herstal en 714, Plectrude agit rapidement pour assurer le pouvoir à son jeune petit-fils, Théodoald. Pour éliminer toute menace, Plectrude fit capturer et emprisonner Charles Martel dans la ville de Cologne. Le royaume franc fut immédiatement plongé dans la tourmente, car les divers nobles de Neustrie et d'Austrasie refusaient d'accepter un jeune garçon comme dirigeant. Les Neustriens, saisissant l'occasion, déclarèrent l'un des leurs, Ragenfried, comme leur maire du palais. Au milieu de ce chaos, Charles Martel réussit une évasion audacieuse de sa prison de Cologne en 715. Il trouva rapidement du soutien parmi les nobles austrasiens désabusés par le règne de Plectrude et la menace neustrienne. Ses premières rencontres militaires furent difficiles, et il subit une défaite face à Radbod, roi des Frisons et allié des Neustriens. Cependant, Charles Martel apprenait vite et était un brillant stratège, adaptant rapidement ses tactiques. En 716, à la bataille de l'Amblève, il démontra son génie militaire en feignant une retraite pour attirer ses poursuivants neustriens et frisons dans une embuscade préparée. La victoire à l'Amblève fut décisive et marqua un tournant dans la guerre civile, brisant l'armée neustrienne. Il fit suivre ce succès d'une autre victoire écrasante à la bataille de Vincy en 717, renforçant encore son contrôle sur l'Austrasie. Suite à ces victoires, il marcha sur Cologne et força Plectrude à se rendre, lui cédant le trésor des Pépinides. En 718, Charles Martel avait consolidé sa position en tant qu'unique maire du palais pour l'ensemble du royaume franc. Il choisit d'installer un nouveau roi mérovingien, Clotaire IV, comme dirigeant fantoche pour légitimer sa propre autorité. La guerre civile interne gagnée, Charles Martel tourna son attention vers la sécurisation des vastes frontières du royaume francoin. Il lança une série de campagnes contre les duchés indépendants et les tribus germaniques rebelles qui menaçaient l'hégémonie franque. Pendant près de 2 décennies, il mena une guerre implacable contre les Saxons au nord-est, les repoussant et les forçant à payer tribut. Il fit également campagne contre les Bavarois, intégrant plus fermement le duché de Bavière sous le contrôle franc. À l'ouest, il dut faire face aux ambitions d'Eudes le Grand, le duc d'Aquitaine, alors qu'il sécurisait ses frontières nord et est, une menace bien plus grande émergeait du sud. Le califat omeyyade, suite à sa conquête rapide de la péninsule ibérique, avait commencé à pousser vers le nord à travers les Pyrénées, en Gaule. En 721, Eudes d'Aquitaine réussit à vaincre une importante force omeyyade à la bataille de Toulouse, arrêtant temporairement leur avancée. Cette victoire ne fut cependant pas décisive, et les raids en Aquitaine continuèrent avec une fréquence et une intensité croissantes. Un nouveau gouverneur ambitieux d'Al-Andalus, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, rassembla une immense armée dans le but de conquérir la Gaule. En 732, Abd al-Rahman lança une force d'invasion massive, déferlant sur l'Aquitaine avec un effet dévastateur. L'armée d'Eudes le Grand fut totalement écrasée à la bataille de la Garonne, le forçant à fuir vers le nord. Dans un moment de profonde ironie historique, Eudes, rival de longue date de Charles Martel, fut contraint de demander l'aide du chef franc. Charles Martel accepta d'aider, mais seulement à condition qu'Eudes et l'Aquitaine se soumettent à l'autorité franque. Comprenant la gravité de la menace omeyyade, Charles Martel commença à rassembler son armée franque vétérane. Il ne se précipita pas pour affronter les envahisseurs, choisissant au contraire le moment et le lieu de la confrontation avec grand soin. Il choisit une plaine élevée et boisée entre les villes de Tours et de Poitiers pour le champ de bataille. Ce terrain perturberait les charges de la cavalerie lourde omeyyade, qui était la pierre angulaire de leur puissance militaire. L'armée franque était composée principalement d'une infanterie professionnelle et aguerrie, une force disciplinée et fidèle à son commandant.
Pendant environ 7 jours, les deux armées se firent face, s'engageant dans des escarmouches mineures, mais évitant une bataille rangée. Abd al-Rahman hésitait à attaquer les Francs dans leur solide position défensive en hauteur-pointeur. Finalement, un jour d'octobre 732, selon les estimations, Abd al-Rahman ordonna un assaut complet, confiant dans la supériorité numérique de son armée. La cavalerie omeyyade chargea vague après vague contre le carré d'infanterie franc-point. Les chroniqueurs arabes décrivirent la formation franque comme un yoga-mur de glace immobile et incassable. Charles Martel combattit au cœur de la formation, ses hommes par son courage personnel et son leadership. La bataille fit rage pendant des heures, une affaire brutale et sanglante, sans qu'aucun camp ne prenne un avantage clair par rien. Tard, dans la journée, un tournant crucial se produisit lorsque des éclaireurs envoyés par Charles Martel attaquèrent le camp omeyyade. Une rumeur se répandit dans les rangs omeyyades, selon laquelle les Francs s'emparaient de l'immense richesse et du butin stockés dans leur camp. De nombreux guerriers omeyyades, motivés par le butin de guerre, rompirent l'attaque pour retourner protéger leurs gains. Abd al-Rahman, tentant de rallier son armée qui se disloquait, fut encerclé par l'infanterie franque et tué. La mort de leur chef charismatique brisa le moral de l'armée omeyyade. À la tombée de la nuit, les combats s'apaisèrent et les forces omeyyades se retirèrent vers leur camp en désordre. Le lendemain matin, les Francs se préparèrent à un nouvel assaut, mais ils trouvèrent le camp ennemi, étrangement silencieux. À la faveur de la nuit, l'armée omeyyade avait abandonné son camp et entamé une retraite complète vers la péninsule ibérique. La victoire à la bataille de Tours, également connue sous le nom de bataille de Poitiers, fut un moment marquant de l'histoire européenne. Elle stoppa efficacement l'expansion vers le nord du califat omeyyade depuis la péninsule ibérique jusqu'au cœur de l'Europe. Cette victoire valut à Charles Martel son célèbre surnom, Augé Martellus, ou le marteau, pour la façon dont il avait écrasé ses ennemis. Les historiens ont longtemps débattu de la signification exacte de la bataille, certains la considérant comme l'événement décisif qui sauva la chrétienté. D'autres soutiennent que son importance a été exagérée, suggérant qu'il s'agissait d'une victoire significative, mais pas bouleversante sur un grand groupe de pillards. Indépendamment du débat, la victoire renforça énormément le prestige et l'autorité de Charles Martel au sein du royaume franc-français. Après Tours, il était le maître incontesté des Francs, un véritable roi en tout sauf le nom. La victoire à Tours ne marqua pas la fin du conflit avec les forces omeyyades en Gaule. Charles Martel mena d'autres campagnes dans les années 730 pour chasser les garnisons omeyyades restantes de Septimanie. Il reconquit les villes d'Avignon et de Nîmes, mais échoua à prendre la ville lourdement fortifiée de Narbonne. Ces campagnes continrent efficacement la présence omeyyade au sud des Pyrénées, sécurisant la frontière sud de son royaume. Un élément clé du succès de Charles Martel fut sa réforme de l'armée franc-point. Il reconnut la nécessité d'une armée professionnelle permanente plutôt que de compter uniquement sur la levée traditionnelle d'hommes libres. Pour financer cette machine militaire coûteuse, en particulier la création d'une force de cavalerie lourde, il avait besoin de vastes ressources. De manière controversée, Charles Martel saisit des terres et des revenus appartenant à l'Église pour payer ses soldats. Cette action, née de la nécessité militaire, tendit ses relations avec la hiérarchie ecclésiastique, qu'il accusa de sacrilège. Il accorda ces terres confisquées à ses nobles fidèles, à condition qu'ils servent dans son armée, avec leur propre suite de cavaliers en armure pointe. Ce système jeta les bases de la relation féodale entre seigneur et vassal qui caractériserait l'Europe médiévale. Malgré sa saisie des biens de l'Église, Charles Martel était également un fervent partisan de l'œuvre missionnaire. Il fournit une protection cruciale aux missionnaires anglo-saxons comme saint Boniface, qui œuvrait à convertir les tribus germaniques païennes. Ce soutien à l'expansion de l'Église aida à forger une alliance puissante et durable entre les dirigeants francs et la papauté. En 739, le pape Grégoire III, menacé par les rois lombards en Italie, envoya une ambassade à Charles Martel. Le pape offrit à Charles Martel le titre de consul romain et de patricien, le suppliant d'intervenir contre les Lombards. Charles Martel hésitait cependant à attaquer les Lombards, qui avaient été ses alliés contre les Omeyyades, et il déclina finalement la demande. Bien qu'il ne soit pas intervenu, cet échange marqua la première fois qu'un pape demandait la protection d'un dirigeant franc, établissant un précédent crucial. Dans les dernières années de son règne, Charles Martel était le dirigeant incontesté d'un vaste et puissant empire franc-pie. Il ne prit pas la peine de nommer un nouveau roi mérovingien après la mort de Thierry IV en 737, régnant seul durant un règne. Cet acte
démontrait que le pouvoir du maire du palais avait complètement éclipsé celui du roi. Point. Avant sa mort, il partagea le gouvernement du royaume franc entre ses deux fils légitimes, Carloman et Pépin le Bref second. Son fils illégitime, Griffon, ne reçut qu'une petite portion de terre, un acte qui allait mener à d'autres conflits après sa mort. Charles Martel mourut le 22 octobre 741, dans son palais de Quierzy-sur-Oise. Il fut enterré à la basilique de Saint-Denis, à Paris, lieu de repos traditionnel des monarques français. Son héritage est immense et fondamental pour le développement de l'Europe médiévale. Il était le père de Pépin le Bref, qui allait officiellement déposer les Mérovingiens et devenir le premier roi carolingien. Il était aussi le grand-père de Charlemagne, sans doute le dirigeant le plus célèbre et le plus influent de tout le Moyen-Âge. Ces réformes militaires créèrent l'armée franque professionnelle que son petit-fils Charlemagne utiliserait pour bâtir son vaste empire. On attribue souvent à sa victoire à Tours la préservation de la chrétienté occidentale face à la conquête islamique, assurant son développement futur. Il consolida les royaumes francs fracturés en une entité politique unique et puissante. Son alliance avec l'Église, malgré ses controverses, jeta les bases de la Renaissance carolingienne et du concept du Saint-Empire romain germanique. Charles Martel était un dirigeant impitoyable et pragmatique, un homme de guerre qui naviguait dans un paysage politique brutal et impitoyable. Il assura la dynastie de sa famille, les Pépinides, qui seraient bientôt renommés les Carolingiens en son honneur. Sa vie fut un combat constant, de sa naissance illégitime aux guerres incessantes pour défendre et étendre son royaume. Sans son leadership, le cours de l'histoire occidentale aurait pu être très différent. Il créa un État stable et puissant sur les cendres du déclin mérovingien, fournissant la plateforme pour les plus grandes réalisations de ses successeurs. Charles Martel reste une figure imposante, le marteau qui forgea une nouvelle époque au cœur de l'âge sombre.